Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du CETUD Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 10 janvier. Une deuxième édition axée sur la fine fleur de la musique house et techno. Le festival électro-chic revient à Versailles Grand Parc au mois de mars. Une nouveauté cette année, un tremplin pour trouver la nouvelle star électro. Otto est un vieil ours en peluche, offert avant la guerre, un jeune Allemand de confession juive. Il va tout connaître de la Seconde Guerre mondiale. La compagnie Onavio retrace son histoire mouvementée. Et une passion amoureuse, dévorante, destructrice, avec un mois à la campagne, Ivan Tourguenieff nous transporte dans la Russie du 19e siècle. Alain Françon la met en scène dans sa nouvelle création. 3 jours de musique house et techno du 15 au 17 mars. Le festival électro-chic, c'est à Versailles Grand Parc. Et on fait le point avec Ludovic Moreau. Bonjour. Alors vous êtes le secrétaire général de l'Onde à Vélizy-Villacoublay, qui est l'une des salles qui participe. Une programmation faite de concerts, de mix, de conférences et d'ateliers. Tout à fait. Donc la deuxième édition du festival, l'année dernière, qui était vraiment autour de la French Touch, puisqu'on part de cette idée qu'on est dans le berceau de ce courant qui a vraiment révolutionné la musique électro dans les années 90. Et donc, comme on n'a pas envie de faire la même chose cette année, il y a toujours cet esprit électropop, mais on ouvre aussi à des accents plus house et plus techno. Et cette année, la deuxième édition, il y a une nouveauté, puisque vous proposez un tremplin où vous souhaitez découvrir les nouvelles pépites. C'est ça, donc on veut donner leur chance à des nouveaux artistes, être un peu les révélateurs, sachant qu'il y a plein d'artistes qui sont versaillais, qui ont ensuite ont eu des carrières internationales, donc on se dit que peut-être que nous aussi on peut apporter notre petite pierre à le futur édifice de l'électro mondial. Alors on peut encore s'inscrire, il reste moins d'un mois, parce que c'est jusqu'au 31 janvier. Il faut être versaillais, il faut être où on peut venir de partout. C'est ouvert à tous, c'est jusqu'au 31 janvier. C'est plutôt des artistes qui ne sont pas professionnels, qui veulent se lancer justement ou qui cherchent une oreille, un public, donc qui nous envoient chacun 2 morceaux et une reprise. Et donc il y aura un comité qui se réunira en haut lieu pour décider, après cette date du 31 janvier, des 5 finalistes qui présenteront en fait leur mix devant le public de Londres. Et une place de choix pour commencer, parce qu'ils ouvrent le festival chez vous, le 15 mars. C'est ça, et ils ouvrent, et l'heureux finaliste, parce que le public va voter aussi à partir de ces 5 concurrents, l'heureux finaliste donc fera partie de la programmation au même titre que les autres artistes invités, sera vraiment un des artistes forts de la prochaine édition 2019. Alors comme il y a plusieurs villes, parce que c'est Versailles Grand Parc, l'agglomération, cette année il y a notamment HEC Electro et Sound Motion. Là c'est à jouer en Josas le 15 mars, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a aussi donc le Théâtre Montansier à la ville de Versaille qui accueille Écrin étonnant. C'est ça, voilà. Électro. Écrin mais très French Touch dans l'esprit, donc de l'Impératrice, dans un groupe très intéressant qui fait plutôt de l'électropop. Il y aura une soirée aussi à Saint-Cyr l'école, une soirée ciné-concert avec Basile Dimansky et de la Romance. Et puis les 3 autres soirs donc, seront à Vélizy. Et notamment le 16 mars, 4 groupes ou artistes, Chapelier Fou, Roman Poncé, Pandorum et Dance Dance Dance. Tout à fait. C'est un show particulier celui-ci. Ouais, c'est une soirée où on voyagera, avec des sonorités plus techno, et puis un after de Sound Motion aussi qu'on retrouvera. On regarde un extrait de Dance Dance Dance. Alors c'est un show un peu particulier, on l'a vu, ça mêle aussi du cinéma. Oui, tout à fait. Donc c'est Arsenal, c'est un groupe belge qui inaugura en fait la soirée du 16. Donc c'est une proposition entre cinéma et musique électronique. Et l'histoire, c'est de la rencontre entre la ruralité japonaise et les grandes villes comme Tokyo. Donc c'est un peu ce combat entre les deux et une certaine angoisse qu'on peut ressentir aussi dans ces grandes villes un peu vertigineuses. Et ça donne vraiment lieu à une orchestration et un concert autant à regarder qu'à danser. Une sorte de ciné-concert peut-être pour ceux qui ont plus l'habitude de ces formats-là ou complètement différent? C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie aussi du public des théâtres qui peut rentrer aussi par l'électro, par ce biais-là. Et donc avec un début de soirée un peu plus à écouter, à regarder,
avant d'aller progressivement avec les autres groupes vers la danse. Alors l'an dernier, c'était surtout la French Touch. Cette année, c'est international aussi. Ça vient de partout. Les Français, Chapelier Fou, Roman Possé, mais aussi Pandorum, c'est des Serbes. C'est des Serbes, voilà. Donc on a envie d'ouvrir aussi. Et il y a quand même une création électro qui est internationale, européenne. Et eux, avant l'after de Sound Motion le jeudi soir, ils seront la dernière partie. Et là, on est dans une techno... Voilà, qui est limite hardcore, et donc on sera aux portes de la trance, quoi. Alors le 17 mars, là, c'est le samedi, la soirée est dédiée notamment à un groupe hollandais, c'est encore en train de se finaliser. Le groupe hollandais, c'est Detroit Swindle. Avant d'en parler, je propose qu'on regarde un extrait. Leur place sur la scène internationale, incontournable. Oui, parce que c'est un peu la nouvelle génération de la house music qui est apparue dans les années 90 aux États-Unis, autour de Chicago, qui est ensuite allée à New York. Donc c'est un peu le renouveau de cette forme. Donc ils mixent des sonorités qui vont de la soul, de la funk. La house, c'est aussi ça, quoi, avec des samples plus électro. Tout un état d'esprit des années 90 qui le refont vivre. Alors dans ce festival, il y a aussi un off, un petit à côté, notamment pour les plus jeunes, parce que les dates sont pas nécessairement, surtout les heures sont pas nécessairement accessibles à eux. 11-17 ans, ça commence, c'est une boom électro. C'est ça, donc c'est l'après-midi du 17 mars à Londres. Donc c'est pas en famille, parce que c'est vraiment pour les ados, au son de l'électro. Donc c'est l'espace jeunesse de Vélizy-Villacoublay, la médiathèque de Vélizy-Villacoublay, et puis l'école de musique de Vélizy-Villacoublay, qui se réunissent, qui participent à ce off, et qui assurent cette boom électro. Et puis ensuite, il y aura un atelier bidouille aussi. Alors bidouille et réparation. C'est ça. Ça fait partie aussi du monde électro, c'est-à-dire que dans électro, il y a électronique. Et donc, il y a tout un travail ou toute une réflexion sur l'accessoire, sur d'où viennent le son, puisque c'est des sons qui étaient à la base, voilà, qui sont pas des sons d'instruments de musique au sens classique, mais faire de la musique avec des accessoires industriels, revisités, détournés. Merci Ludovic Moreau. Alors, le festival Electrochic, c'est du 15 au 17 mars et les places sont déjà en vente. On change de sujet, on part au théâtre avec du grand théâtre russe au Montansier à Versailles. Alain Françon met en scène Un mois à la campagne d'Ivan Tourguenieff. Écrite en 1850 et immédiatement censurée, la pièce reçoit un succès triomphal en 1909, une pièce au cœur des tourments amoureux. Je vous avoue, Michel, que ce jeune étudiant, ce Biliev, a fait sur moi une forte impression. Une impression qui va devenir dévorante, un tourment amoureux. Natalia Petrovna Islaïev, la maîtresse de maison, s'éprend d'un jeune étudiant. Un mois à la campagne est l'œuvre la plus célèbre d'Ivan Tourguenieff, une création censurée en 1850. C'est quand même très descriptif d'un état de la société russe dans les années 1850. Tourguenieff a d'ailleurs écrit un essai qui s'appelle Un homme de trop, le journal d'un homme de trop. Et c'est la génération des jeunes gens. Quand ils reviennent après avoir fait leurs études à Berlin, ils ne comprennent plus rien à la société russe, très traditionnaliste. Dites-moi, que pensez-vous de mon collier ? C'est un très gentil garçon. N'est-ce pas, et si affectueux ? Alain Françon signe une mise en scène subtile et délicate où l'interprétation retenue des personnages masculins contraste avec les moi féminins. C'est aussi une pièce qui fonctionne beaucoup sur les émotions, mais qui effectivement, jusqu'à Flaubert et Tourguenieff, je veux dire, c'est seulement l'élite qui pouvait avoir des émotions. Les gens du peuple n'étaient jamais concernés par ça, par les états d'âme. Et justement, dans cette pièce, comme dans les romans de Tourguenieff, ou comme chez Flaubert, ou comme Stendhal, tout à coup, je veux dire, tout le monde a le droit. Une création au casting d'exception menée par Anouk Grimbert. Les Islaïev vous invitent à passer quelques jours en leur compagnie. Allons vite. Quel entrain, quelle gaieté, je n'ai jamais vu sur son visage une expression pareille.
Grâce à Marvel ou DC Comics, ils ont sans doute bercé l'enfance de certains d'entre vous et accompagnent encore des générations. Des super-héros ont en fait aussi établi leur quartier à Versailles puisqu'une association a été créée et a créé ses propres personnages. Exactement. Bonsoir Mélanie. Donc il y a Barney, Eltrasher, Borg, donc des super-héros yvelinois qui prennent vie grâce à la plume et au crayon des artistes de l'association Elonan Comics. Leurs aventures sont réunies dans un 5e tome qui sortira le 13 janvier. Alors on retrouve tous les codes de ce genre de bande dessinée, des bagarres, de l'humour et des personnages plus ou moins héroïques et décalés. Le président de l'association nous en a présenté quelques-uns. Des histoires que je scénarise entièrement, et puis à tour de rôle, on se passe les crayons pour mettre en image un univers cohérent de super-héros qui ont leur propre série indépendante, mais qui sont amenés à se croiser au fil des épisodes. La bestiole, qui est une sorte d'homme-insecte, voilà, on arrive à voir un qui petit pourrait peu. faire penser un petit peu à Spider-Man s'il n'était pas alcoolique et qui ne fumait pas comme un pompier. C'est un peu un anti-héros, on peut C'est dire. ça, complètement. Le Eltrasher, alors lui, c'est même plus un anti-héros, c'est un vampire, chasseur de vampires. Donc là, on arrive vraiment dans la gamme des personnages un peu plus dérangeants, on va dire. Alors on ne peut pas tous les citer, mais il y a aussi Barney qui est un chasseur de monstres et Borg, un cyborg amnésique qui tue les criminels et qui cherche son passé au fil des épisodes. Ils sont 5 auteurs et 15 dessinateurs de toute la France à travailler sur ces héros. Et l'association elle-même compte des membres un peu particuliers. Et oui, aucune obligation d'être un artiste pour y adhérer. On peut aussi être simple lecteur, tout simplement. Nicolas Amounou a créé Elonan Comics en 2011 et l'idée, c'est vraiment de regrouper les talents et les soutiens d'une certaine manière. On participe également à des festivals. En fait, j'avais sorti un album à compte d'auteur en 2010, donc album de bande dessinée qui m'avait permis de faire la tournée un petit peu des festivals pour dédicacer l'ouvrage. Et sur place, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis en fait de voir que je n'étais pas le seul en fait à essayer de me faire connaître comme ça. Et puis, comme on dit, l'union fait la force. Et j'ai proposé à ces auteurs de se joindre à moi, à l'association Elonan, pour essayer de développer un truc en commun. Et pour les adhérents, justement, une publication leur est réservée, c'est Elonan Pocket. Elle est déjà disponible, l'adhésion valable pour 1 an est à 10 €. Pour se procurer le 5e tome des Elonan Heroes, il faut donc attendre le 13 janvier et il est à 10 € également. Et peut-être que parmi eux, il y a le prochain Stanley ou Bob Kane. Bon, on espère en tout cas avoir ça sur grand écran prochainement. Merci Camille. Alors on parle maintenant de poésie, c'est le grand écart dans les sujets. Depuis le mois de décembre, des poètes contemporains détaillent leurs œuvres avec poésie ouverte, une soirée mensuelle de lecture et d'échange avec le public. La première s'est tenue avec le poète anglais Sir Michael Edwards, qui est aussi le directeur de l'Académie française. C'était au tour de Baudelaire, regardez. Contemplons-les, mon âme. Ils sont vraiment affreux, pareils aux mannequins. Les aveugles de Baudelaire, le temps d'une soirée dans l'écrin de la bibliothèque centrale de Versailles. À la lecture, Sir Michael Edwards, directeur de l'Académie française. Et Baudelaire, quand j'écris en français, simplement parce qu'il y a cet enchantement continu dans un poème de Baudelaire, et je me dis que ce n'est pas simplement parce que c'était un génie de la pensée, de la sensibilité, de la sensation, c'est aussi parce que c'est vraiment un génie de la forme. Un temps de lecture suivi d'un échange avec le public dans le cadre de Poésie ouverte, un projet porté par Didier Cahen. L'écrivain et poète est actuellement en résidence avec la ville de Versailles. En 2017, la poésie, c'est aussi autre chose. Ce sont des façons de parler la langue, d'enrichir le sens. Une grande diversité. Je pense que si on arrive à aller vers le public et si les poètes viennent eux-mêmes parler au public, lire leur poésie, le contact permettra de mieux faire comprendre ce que c'est que la poésie en 2017. Prochain rendez-vous le 17 janvier avec le dramaturge Olivier Cadiot. Il parlera du poète français Emmanuel Aucard. Et on poursuit cette suite culture avec notre nouvel invité, Alban Coulot. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le metteur en scène de la compagnie Onavio et le 13 janvier, cette compagnie propose Otto, l'autobiographie d'un ours en peluche. On y découvre donc le destin d'Otto, un vieil ours en peluche. Exactement, ouais, c'est un spectacle qu'on a créé d'après l'œuvre de Tommy Ungerer. Comme son nom l'indique, c'est l'autobiographie d'un ours en peluche qui va traverser le siècle, le 20e. On commence juste avant la guerre de 39-45 pour finir dans les années 2000. On commence en Allemagne, on termine à New York. Ouais, c'est une espèce d'épopée, c'est la grande histoire vue à travers le regard de cet ours en peluche.
Justement, juste avant la guerre, donc il va connaître 39-45 de l'intérieur, une période qu'on connaît très difficile, la Gestapo, les bombardements. Il va vivre tout ça. Exactement, oui. En fait, pour résumer un petit peu l'histoire, Otto est offert un jeune enfant qui s'appelle David. Juste avant la montée ce qu'on peut imaginer, juste avant la montée du nazisme au pouvoir allemand. Et David va être raflé, son ours en peluche va être transmis à son meilleur ami, qui lui-même va le perdre dans les ruines d'un bombardement, qui va être récupéré par un soldat américain qui vient libérer l'Allemagne. Voilà, c'est une très belle histoire. Moi, ce que j'ai aimé dans cette histoire, et généralement ce que j'aime aussi dans ces épopées historiques, c'est qu'on raconte l'histoire, mais à travers des situations intimes, à travers vraiment des regards d'enfants. Et ça, c'est une autre façon d'aborder l'histoire pour moi, qui est de l'ordre de l'intime et du poétique. Un regard d'enfant, parce que justement, c'est aussi destiné aux enfants, parce que ça peut se voir dès 8 ans. Alors, pourtant, des sujets difficiles comme ça, comment est-ce qu'on les met en scène? Comment est-ce qu'on les présente? Alors, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on peut tout raconter aux enfants. Évidemment, il y a un âge pour tout, mais je crois qu'aujourd'hui, pour moi, c'est plus intéressant de leur parler de ces choses-là. En tout cas, de la guerre, parce que c'est pas le seul sujet d'Otto, finalement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ça, mais c'est pas le seul sujet. J'ai l'impression que c'est plus intéressant d'aborder ces choses-là de façon poétique et distanciée plutôt que des images qu'on peut prendre en pleine face à la télé. Voilà. Quand on me dit c'est un peu trop dur pour des enfants de 8 ans, je dis regardez un petit peu ce à quoi ils sont confrontés tous les jours, c'est bien plus violent que ça, je crois. Et puis, vous vous inspirez de Tommy Ungerer? Ouais. C'est l'un des plus grands auteurs pour enfants. C'est presque le plus grand auteur pour enfants, entre autres, parce qu'il a fait plein de choses. Pour la petite histoire, il vient juste d'être nommé chevalier de l'ordre du mérite, je crois. C'est un vieux monsieur aujourd'hui qui a 82-3 ans, qui vit entre l'Alsace et puis ces îles Shetland. Qu'on n'a jamais pu rencontrer, malheureusement. On s'est raté à peu de choses près. On a joué en Alsace, il était là, mais il était malade. Il n'a jamais pu voir le spectacle. Mais voilà, c'est un monsieur qu'on respecte pour tout ce qu'il a écrit en termes de littérature jeunesse, mais aussi comme engagement politique. Ça a été un très grand affichiste dans les années 60-70. Quelqu'un qui a vraiment lutté par ses dessins contre l'apartheid, contre le racisme, contre toutes les injustices. Et tout ça se retrouve évidemment dans l'ensemble de son œuvre pour enfants. Mais en sachant qu'il a une œuvre qui est aussi extrêmement drôle. Les Trois Brigands, c'est lui, par exemple. Alors, pour le situer, les Trois Brigands sont peut-être un peu plus connus parce que portés à l'écran. Mais c'est un grand monsieur de la littérature jeunesse, c'est évident. Et pour en revenir à votre pièce, la vôtre plus précisément, vous faites jouer des marionnettes. C'est peut-être ça aussi qui permet de faire un décalage avec l'histoire. Exactement. Alors on fait jouer des comédiens qui manipulent des marionnettes. Parce que les marionnettes ne jouent pas toutes seules. Sans comédien, sans marionnettiste derrière, elles ne sont rien. Oui, effectivement, la marionnette permet évidemment de créer aussi une distance. On est effectivement à quelques moments du spectacle dans des situations difficiles, délicates. Et le fait que ce soit de la marionnette, je dirais, créer une distance qui permet de ne pas recevoir l'information de manière extrêmement brutale. Voilà, on n'est pas face à un enfant qui subit des violences, on est face à une marionnette qui représente un enfant qui subit des violences. C'est quand même très très différent aussi. Ce qui est aussi un jeu que vous avez rencontré, nos téléspectateurs avaient pu voir Flonflon et Musette sur notre antenne. Là aussi, vous utilisez des doudous, là vous utilisez des marionnettes. Ce sont des jouets d'enfants aussi. Alors, ce ne sont pas vraiment des jouets d'enfants, mais en fait, on est parti. En gros, en personnage, il y a Otto, et autour, on va croiser à peu près 27 personnages. Voilà. Et en fait, le travail qu'on a fait avec la plasticienne qui a créé les marionnettes, on a travaillé uniquement avec les matières qu'on pouvait trouver dans un ours en peluche, en fait. Dans un vieil ours en peluche, à savoir du coton, de la toile de jute et du fil. C'est-à-dire que les personnages sont entièrement sculptés avec du coton et du fil à coudre. Donc on s'attache encore plus. Oui, j'avoue que c'est des éléments de notre enfance. Les marionnettes sont extrêmement attachantes, les personnages sont extrêmement attachants. Et pour renforcer encore tout ça, on peut la vivre à hauteur d'un ours. Effectivement, alors nous on avait un double défi, c'est-à-dire que moi j'ai complètement supprimé le texte de Tommy Ungerer, je n'ai gardé vraiment que la trame, sauf qu'on est dans le cadre d'une autobiographie, donc la question c'était comment revenir au regard de l'ours.
Tout simplement, on a créé une espèce de vision subjective de l'ours grâce à la magie, entre guillemets, de la vidéo. Voilà, on a fait un travail vidéo un peu particulier avec ce qu'on appelle du mapping, c'est-à-dire des projections qui sont extrêmement précisément cadrées sur un décor qui est mouvant. Justement, parce que ça passe sur différentes années, il a fallu penser à ça aussi. Ouais, exactement. Et du coup, on est de temps en temps, on a notre point de vue de spectateur, et en même temps qu'on a notre point de vue en vidéo, on a le point de vue d'Otto. Voilà. Merci Alban Coulot. Merci à vous. Alors Otto vous fait donc découvrir son histoire et l'histoire le samedi 13 janvier à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Un autre rendez-vous à Guyancourt, c'est un hors-les-murs et c'est aussi la ferme de Bel-et-Bas. Ça se passe à la batterie avec un récital de Franz Liszt qui est proposé. Au piano, Wilfried Humbert, lauréat notamment du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il proposera un florilège des plus belles pages du répertoire pour piano. De la musique classique aussi, mais c'est à Coignères. Le théâtre Alphonse Daudet accueille 5 musiciens autour de Robert Schumann et Gabriel Fauré. La musique de chambre est écoutée le mardi 16 janvier. On passe maintenant à notre page cinéma. Le rendez-vous cinéma de la semaine, c'est au Grenier à Sel de Trappes. Gaël Pinault vous donne de quoi remplir vos agendas. Pour commencer l'année, ce n'est pas un, mais 2 coups de cœur que je vous propose pour les prochains jours. Nous avons tout d'abord le vendredi 19 janvier à 20h45, Le Dictateur de Charlie Chaplin, qui a été tourné en 1940, c'est dans le cadre des Lumières du Grenier. Nous avons ensuite le mardi 23 janvier, dans le cadre de la Semaine du Son, La Belle et la Meute. C'est un film qui a eu le tout premier prix de la meilleure création sonore à Cannes en 2017. C'est un prix qui a été créé cette année uniquement. Et il sera présenté par Pierre Batelier, qui est ingénieur du son, et il viendra nous parler de l'intérêt et de l'importance du son avec les images dans le cinéma. Et tout de suite après, nous enchaînerons du 24 au 30 janvier par le Festival Télérama. Le Festival Télérama, vous le savez, c'est une sélection des meilleurs films 2017. C'est une sélection faite par le Festival Télérama. Et la sélection sera répartie entre le Ciné7 à Elancourt et le Grenier à Sel à Trappes. Il y aura en plus cette année des avant-premières dans nos cinémas. Vous retrouvez tout ça en images sur notre site internet cinémagrenierassel.com. Une famille qui se craquelle, où les non-dits se dévoilent, où les rancœurs s'avouent. 27 fragments d'un désir est joué ce vendredi 12 janvier au Théâtre de Cher d'Elancourt. Début de la représentation à 20h30. Du 10 au 25 mars, Voisin, le Bretonneux, propose sa biennale de la sculpture. Elle est ouverte à tous les sculpteurs vicinois et extérieurs. Et si vous êtes intéressé, clôture des inscriptions le 6 février prochain. Maggie Marin vous invite à une farandole macabre dans un rythme obsédant. La chorégraphe française continue à questionner la place de l'homme dans le monde, les violences du temps. La compagnie danse au Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines le 13 janvier, extrait. Les personnages et les chansons de Renaud prennent vie dans une aventure musicale. Sur scène, la Doudou, Lucien, Manu, la Teigne. Avril en septembre joue Le Petit Monde de Renaud au théâtre Espace Coluche de Plaisir. Ce samedi 13 janvier, regardez. T'as un beau blouson, un beau jean et puis des belles bottes. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te soivrerai ton blouson. Moi je t'ai dit, il m'a filé une teigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. Et de l'humour pour terminer avec François-Xavier Demaison. Dans son spectacle, il raconte ses 10 ans de scène. Une galerie de personnages drôles et étonnants. Il est à voir sur la scène de la Ferme du Manet ce dimanche. Regardez. Je me présente, Docteur Lebiani. Je suis obstétrique. Je suis gynécologue. Je suis gynécologue parce que j'aime les femmes. Je les aime énormément. Et là, énormément, il y a ma main.
Sylvie! Sylvie! Le dossier des patients pour la visite. Oh, Sylvie. Tu n'étais pas très sage pour une sage-femme, toi, hier soir, hein? Oh, Sylvie. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro.